Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, quel accompagnement pour le Togo dans le processus Millennium Challenge Corporation? La cellule Togo s'active et multiplie les initiatives. Illustration, cette rencontre ce matin avec les médias, une séance de formation et d'information en vue d'une meilleure atteinte rapide des objectifs. L'éligibilité du Togo au programme Compact, de nombreux avantages y sont attendus. Enfin, la mode et l'environnement. Aimez-vous porter les jeans? Bien sûr. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, tout le monde en porte. Seulement, saviez-vous que nos jupes et pantalons jeans polluent l'environnement? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Le Togo éligible, vous le savez, depuis le 16 décembre dernier au programme Seuil Threshold du Millennium Challenge Corporation. Ça s'est fait. L'étape suivante maintenant, l'élection au programme Compact avec de nombreux avantages attendus. Que faire donc pour y parvenir? La cellule Togo multiplie les efforts et les sollicitations pour l'accompagnement. Le cas avec cette rencontre avec les médias ce matin, une séance d'information et de formation. Les précisions de Antoinette Obaovovro. Après 2 ans d'efforts, le Togo a répondu favorablement aux conditions d'éligibilité au programme Seuil en validant 10 indicateurs sur 20, soit 3 indicateurs de plus que l'année dernière et 5 de plus qu'il y a 2 ans. Ce résultat est l'illustration parfaite de l'engagement des plus hautes autorités à hisser le pays sur la voie de l'émergence et à améliorer sensiblement les conditions de vie des populations. Les réformes entreprises et en cours dans presque tous les secteurs d'activité concourent à l'atteinte de ces objectifs. Le Togo entend donc maintenir et renforcer les actions afin d'être éligible au programme Compact, ce qui requiert un effort collectif. Les professionnels des médias ont un rôle important à jouer dans ce processus. Lorsque vous réformez, vous devez communiquer sur ces réformes pour leur donner un sens. Il est tout à fait normal que pour communiquer, ce soit des gens autres que le gouvernement dont l'opinion est censée être beaucoup plus neutre, plus objective. Donc il sied que ce soit des personnes neutres qui communiquent sur ces réformes. Mais pour pouvoir communiquer, il faut d'abord comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement du MCC, quels en sont les objectifs, quels en sont les différents acteurs, aussi bien au plan national, et c'est quoi l'éligibilité, quel est l'impact, quelles sont les conséquences d'une éligibilité. Je pense qu'il était vraiment important d'impliquer la presse locale dans notre stratégie de communication. Le gouvernement est résolument engagé à baliser la voie à l'atteinte des indicateurs qui vont définitivement permettre au Togo de bénéficier du programme Millennium Challenge Account. Cette performance qui nous vaut l'éligibilité au programme Seuil du Millennium Challenge Account est soutenue par de multiples réformes, parmi lesquelles la mise en place de l'Office togolais des recettes dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, le guichet unique du commerce extérieur, le vote du nouveau code pénal intégrant des aspects de répression de la corruption, les mesures en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Notre pays est certes qualifié au programme Seuil. Cependant, d'énormes défis restent à relever. Il s'agit d'œuvrer inlassablement à l'éligibilité au programme Compact, permettant de mobiliser des ressources importantes pour assurer le bien-être de nos populations. L'éligibilité au programme Compact auquel le Togo aspire sera le fruit des efforts collectifs. En premier lieu, l'aboutissement d'un engagement politique au plus haut niveau de l'État, mais aussi et surtout le fruit d'un travail gouvernemental efficace et d'une diplomatie convaincante. Cette éligibilité sera également le résultat d'un partenariat fort et stratégique avec nos partenaires tels que l'ambassade des États-Unis et le Togo et le PNUD, et du maintien de la dynamique de coopération avec le MCC.
Les acteurs du monde des médias sont appelés à contribuer efficacement à la réalisation des indicateurs pour l'éligibilité du Togo, un rôle de relais qui a toute sa place dans ce programme. Notre rôle, aussi bien le mien, ma responsabilité que la vôtre, c'est de porter à la face du public aussi bien togolais que du public international toutes les réformes qui sont faites, vos analyses sur les réformes qui sont faites au travers le MCC, eh bien ces analyses et ces réformes, lorsque c'est vous qui en parlez, ça a plus de poids, ça a beaucoup de poids par rapport aux observateurs internationaux. Vous savez, personne ne viendra faire la promotion de notre pays à part nous-mêmes. Les informations, si nous laissons la place, si les médias publics et privés laissent la place vide par rapport à ce qui se passe dans le pays, il est clair que d'autres feront une analyse qui n'est pas forcément la vérité. Il est clair qu'à travers le processus MCC, tout ce qu'un État fait, tous ceux qui sont passés, tous les États qui sont passés dans ce programme, ils ont pu réussir parce que constamment, jour après jour, la presse publique, la presse privée a pu faire la promotion des réformes qui ont été faites. Et c'est ce à quoi je vous engage. L'éligibilité au Millennium Challenge Account ouvre la voie à des dons importants pour le financement de projets en matière de développement économique, social et surtout le renforcement de la gouvernance, la protection de l'environnement afin d'accélérer la croissance en vue de réduire significativement la pauvreté au Togo. Une qualité d'éligibilité acquise grâce, vous l'avez entendu, aux réformes entreprises ici et là et qui améliorent de jour en jour le climat des affaires au Togo. Là-dessus, saviez-vous le nombre d'entreprises privées notamment enregistrées aujourd'hui chez nous? La CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, a lancé justement le recensement de toutes les entreprises. Le résultat est là, rendu public hier devant la presse, le compte rendu de Esther Laclé. 3700 entreprises du secteur privé ont été recensées au Togo entre le 5 et le 20 juin 2015. Une enquête commanditée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo afin d'établir des listes de diffusion sûres et fiables. Dans Lomé commune, 1291 entreprises ont été créées, 503 dans la région maritime, 439 dans les plateaux, 450 dans la région centrale, 520 dans la région de la Kara et 497 dans les savanes. Par secteur, 70% sont dans le commerce, 22% dans les services, 5% dans le secteur des mines, industrie et BTP et 1% dans le secteur agricole. Cette enquête vise d'abord à être plus proche des entreprises parce que nous savons que les entreprises sont les acteurs moteurs de la croissance économique. Nous savons que les entreprises sont très importantes pour améliorer la capacité d'action de l'État. Donc, il va sans dire que pour pouvoir approcher ces entreprises, il faudra mener des actions idoines qui permettent vraiment de solidifier ces entreprises, de consolider leur action, mais surtout de leur permettre de jouer leur partition dans la création de la richesse au Togo. La mission de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo est d'accompagner les entreprises, y compris celles du secteur privé, raison pour laquelle les difficultés de ces entreprises ont été relevées. Les principales sont l'accès au financement, le manque de débouchés, les difficultés à trouver des partenaires et d'approvisionnement en matières premières. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à partir de ces résultats, va renforcer les actions pour le mieux-être de ces entreprises. Nous allons très prochainement commencer à envoyer les informations en direction de ces entreprises. Les informations que nous avons à notre niveau parce que vous savez que nous sommes l'interface entre l'État et les opérateurs économiques.
Et pour cela aussi, de par le monde, les gens nous contactent et veulent des partenariats entre les entreprises togolaises et celles de l'étranger. Pour cela, nous avons besoin de cette base et ayant cette base actuellement, nous allons rapidement le faire. La base de données issue de cette étude permettra donc à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo d'asseoir des stratégies pour rendre les entreprises privées togolaises plus compétitives et plus performantes. Et notez dans la foulée que les opérateurs économiques région Savane ont suivi, eux, une formation sur la fiscalité des PME-PMI. Il devrait être plus dynamique, le secteur privé par ricochet. Les précisions de Désiré Aloy à Dapan. Madame. Ils sont opérateurs économiques, aujourd'hui appelés partenaires de l'OTR, Office togolais des recettes, ceux de la région des Savanes, à l'école de la fiscalité, un ensemble de tous les impôts et taxes dont les PME, PMI peuvent faire objet directement ou indirectement. Une dynamique opérée chaque année par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo pour amener les partenaires à comprendre les règles liées à la fiscalité de leur entreprise et aussi leur permettre d'avoir une bonne appréhension de l'OTR et contribuer à l'évolution économique du Togo. Les gens ne comprennent pas pourquoi il faut payer les impôts. Donc, il faut les outiller en ce sens, de mieux comprendre la chose. Il faut établir une bonne équation entre les deux. Le système togolais est un système déclaratif auto-liquidé. Il faut qu'ils comprennent les différentes procédures afin d'élaborer leur bilan de fin d'année et de les auto-liquider. Nous voulons qu'ils améliorent et mieux nous aider dans notre travail. On ne les appelle plus des contribuables, on a tendance à les appeler les partenaires. Donc nous sommes partenaires, nous devons travailler de temps en temps ensemble. 45 opérateurs ciblés donc dans la région des Savanes suivent la formation. La matière fiscale, une fois cernée, permettra aux bénéficiaires d'assurer la pérennité de leur entreprise. Une opportunité à vulgariser. En somme, ce genre de rencontre reste une aubaine qui contribue à mieux voir comment participer à l'évolution économique du pays et garantir la prospérité de son entreprise. La fiscalité directe et indirecte, les régimes d'imposition, les obligations fiscale, la présentation de la loi de finances sont entre autres modules à présenter. A signaler également à cette séance de prestation le serment des agents OTR à Sokolé, une prestation, le serment devant le tribunal de première instance de la ville. Ils vont être déployés ensuite dans la région centrale. À Sokolé, la correspondance de Lamarck Bojona. Je le jure. Je le jure. Cette prestation de serment qui concerne les agents de l'OTR de la région centrale a été rehaussée par la présence du commissaire des douanes. Présidée par le président du tribunal de première instance de Sokodé, la cérémonie a rassemblé 32 récipiendaires déployés dans la dite région. C'est tout simplement pour se conformer aux dispositions de nos statuts qui exigent pour tout agent de l'Office togolais des recettes de prêter serment. Il s'agit d'une formalisation solennelle, vous voyez, je dis bien solennelle, de l'engagement pour tout agent opérant dans l'Office togolais des recettes de respecter un certain nombre de valeurs, parce que nous sommes appelés à collecter des deniers publics. Donc, valeurs de probité morale, d'intégrité, d'impartialité, pour mieux servir le contribuable et servir les caisses de l'État. On a prêté serment et cela nous renvoie effectivement dans nos fonctions. Cette fonction, nous la ferons dans les règles de la loi et pour le bonheur de tous les Togolais. Le procureur près le tribunal de première instance de Sokodé et le président du dit tribunal, après avoir pris acte de leur serment, les ont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions en leur demandant d'être fidèles, impartials, loyaux et intègres au quotidien. Il est 20h et bientôt 15 minutes. Autre sujet évoqué ce soir, l'emploi. On retient d'abord ce chiffre, 8000. Eh bien, c'est le nombre de jeunes employés enrôlés depuis par le programme de volontariat national des jeunes suivis aujourd'hui par l'Agence nationale de l'emploi. Une initiative qui fait d'ailleurs cas d'école à l'étranger. Gros plan ce soir sur le Provenat, son parcours, sa mutation, ses perspectives pour 2016. Aimé Abalo.
Ils sont déployés dans toutes les sphères de la vie socio-économique. La santé, l'éducation, l'administration publique, l'agriculture et le développement communautaire. Les jeunes volontaires togolais, primo-demandeurs d'emploi, renforcent ainsi leur employabilité pour se rendre compétitifs sur le marché du travail. J'ai commencé l'expérience de terrain. Et maintenant, c'est là, c'est seulement sur le terrain que je sais ce que c'est que la sociologie. Parce que étant à la maison, ma formation, ça ne me servirait à rien. Et c'est depuis 2 ans et demi, j'ai une expérience. Et maintenant, j'ai un CV au moins qui pourrait me permettre de postuler à certains postes. Parce qu'avant, mon CV, il était vide, même si j'avais une formation universitaire. Nous avons appris à faire des plannings d'activités et nous avons appris également à rédiger des rapports d'activité en bonne et due forme. Et il faut dire, comme expérience également, nous avons appris à prendre des décisions et à faire un bilan d'activité aussi à la fin de chaque année. 8000 jeunes sont enrôlés depuis le début du projet en 2011. Chacun a au plus 5 ans pour sortir du système pour permettre au cycle d'enrôlement de se perpétuer. 2000 volontaires se sont déjà retirés du circuit. Bien rodés, ils se sont offerts de meilleures perspectives. Le volontariat, c'est un tremplin, c'est une passerelle et des jeunes doivent déjà se préparer, dès qu'ils commencent leur programme, doivent se préparer à partir, à faire autre chose. Donc aujourd'hui, il est question que nous renforçons les capacités de ces jeunes à être plus agressifs dans la recherche d'autres opportunités d'insertion professionnelle, dans la recherche des opportunités de création de leur propre entreprise, un peu susciter chez les jeunes le fait que je ne dois pas toujours croiser les bras pour attendre que mon destin soit géré par quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes dans cette perspective-là pour encourager les jeunes dans ce sens. Cette année, des innovations sont encore en vue. Le projet étant ses cibles et ses ramifications. Le programme qui avait été essentiellement focalisé sur les jeunes diplômés primo-demandeurs d'emploi est en train d'ouvrir les portes à d'autres catégories, notamment les jeunes déscolarisés qui constituent une couche importante dans nos villages, dans nos communautés, dans nos villes et campagnes. Nous avons également, à titre des innovations, lancé le volontariat international de réciprocité. Donc, en réflexion à ça, nous avons commencé aussi un projet pilote d'envoi des volontaires togolais en France, dont 4 viennent de partir. Il y a aussi un nouveau produit que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est le volontariat d'expertise senior qui doit concerner des retraités qui devront être mobilisés pour partager l'expérience, pour encadrer les jeunes. Les résultats encourageants déjà obtenus sont source d'une certaine fierté nationale et suscitent l'admiration au-delà des frontières. Le Cameroun, le Niger, le Gabon, le Bénin et bien d'autres pays demandent à s'inspirer de l'exemple togolais. Environ 2,5 milliards sont déboursés chaque année par l'État pour appuyer l'Agence nationale de volontariat national. Il est accompagné par le PNUD, France Volontaire, le volontariat des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Désireux d'avoir une formation en médecine, l'université de Kara peut être désormais une destination pour vous. Elle vient d'ouvrir sa faculté des sciences et de la santé opérationnelle depuis hier au campus Nord à Pilla. Nestor Bouzou. Une nouvelle page de l'histoire de l'université de Kara a commencé par s'écrire ce 1er février 2016. Cette date marque le démarrage des activités de la FSS, Faculté des sciences de la santé. L'idée de création de cette faculté a germé il y a 3 ans. Beaucoup ont douté de la faisabilité, mais aujourd'hui le rêve est devenu réalité. Vous conviendrez volontiers avec moi que la création de cette faculté des sciences de la santé à l'université de Kara va apporter du baume au cœur des populations, en ce sens que cette faculté constituera, à n'en pas douter, un pôle pédagogique et de recherche
qui va appuyer le centre hospitalier universitaire de Kara et puis les centres hospitaliers régionaux. Un acte qui va favoriser l'accès des populations aux soins. Créée en octobre dernier, la faculté des sciences de la santé va ouvrir ses portes à 77 étudiants admis après un concours qui a vu la participation de plus de 200 candidats. Pour cette première année, les salles pédagogiques sont au campus nord, ici à Pierre. Nous allons utiliser et les locaux de la FATS et les locaux des écoles paramédicales ENAM et ENSF Kara pour commencer la formation en attendant. La FSS de l'Université de Kara est un nouveau-né et comme tel, elle a besoin d'être accompagnée pour prendre son élan. En cela, elle peut compter sur la faculté des sciences de la santé de Lomé. L'appui, ce serait les enseignants déjà de l'université, de la faculté des sciences de la santé de Lomé qui viendront aussi les appuyer et le petit noyau d'enseignants qui est ici vont être aussi encadrés par les plus anciens de Lomé. C'est le préfet de la COSA qui a officiellement lancé les activités de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. La santé est au cœur des priorités du gouvernement togolais et l'ouverture de cette faculté des sciences de la santé à Kara vient confirmer encore une fois son engagement en faveur du bien-être des populations en contribuant à hisser le Togo sur la voie de l'émergence. Rien ne vaut la santé, elle n'a pas de prix, dit-on. Vous conviendrez avec moi qu'un développement économique, social et culturel sans la santé n'est qu'une gageure. La FSS est la 5e faculté de l'université de Kara. Elle vient s'ajouter à la Flèche, faculté des lettres et sciences humaines, la FDSP, faculté de droit et sciences politiques, la FASEG, faculté des sciences économiques et de gestion, et à la FAST, faculté des sciences et techniques. Santé encore avec cette nouvelle approche bientôt opérationnelle dans nos hôpitaux, l'approche contractuelle, nous en parlions il y a quelques jours. Et voici cette séance d'explication avec la société civile. Elle a eu lieu ce matin, une rencontre au ministère de la Santé. Ramdan Bassina. Après les directeurs régionaux et préfectoraux de la santé, les partenaires techniques et financiers, les députés, c'est au tour des acteurs de la société civile de s'approprier les contours de l'approche contractuelle de la gestion des hôpitaux. Une réforme dans la gouvernance des structures de santé publique qui a pour finalité de satisfaire au mieux les patients et améliorer les prestations de services. La société civile adhère pleinement à cette vision. Tout le monde se plaint, chacun connaît le problème. Mais nous n'avons pas le courage d'agir. Et nous souhaiterions que le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, puisse avoir le courage d'agir et qu'on puisse dénoncer les défaillances et corriger ce qui ne va pas. Comme il a été démontré que dans certains pays, on a enregistré des réussites, nous pensons qu'au Togo aussi, des réussites seront également enregistrées. Donc pour nous, pour faire une appréciation globale, nous attendons que les résultats, que le premier exercice qui sera fait avec les sociétés qui seront retenues, que ce résultat soit un résultat concluant. Les raisons qui motivent la mise en œuvre de cette vision concernent essentiellement les disparités entre les ressources déployées et les résultats, la gestion opaque des structures de santé. Le ministre de la Santé se réjouit de l'implication de la société civile dans cette démarche. Notre système de santé, nous le connaissons assez bien. Nous savons l'état dans lequel il se trouve. Au fil des années, tout le monde se rend compte de ce qui se passe dans nos structures de soins. Et la population ne se trompe pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir quel est le problème et comment le résoudre par la racine. Avec comme finalité unique la satisfaction de la population. Alors c'est ce pourquoi nous vous avons invité pour échanger, pour expliquer ce en quoi ça consiste, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. L'approche contractuelle s'inscrit aussi dans le programme de société du chef de l'État qui fait de cette mandature un quinquennat social. Le ministre de la Santé a appelé alors à l'implication de tous afin que cette innovation soit une réussite pour redorer le blason du système de santé publique au Togo.
Le social encore. Direction maintenant le foyer des personnes en situation de handicap. C'est à Hihiatro, à 3 km à l'est d'Atakwame. Elles y sont prises en charge sur place. Comment cela se passe et dans quelles conditions? Eh bien, visite guidée en compagnie de Yves Agbevivi. Ils sont heureux et l'expriment par leur chant. Certains parmi eux ne pouvaient l'être il y a quelques années, abandonnés par leur famille. Ces personnes atteintes d'un handicap physique ou mental ont trouvé refuge auprès du prêtre catholique Augustin Ochokbo. C'est ici, dans cette fondation Aimer la vie, que la quinzaine de personnes victimes de handicap est prise en charge depuis 2008. Des personnes qui ont besoin d'une attention sincère et que le fondateur appelle les blessés de la vie. Bien, un mot, un souci visiblement avec ce sujet de Hihiatro, toutes nos excuses. Un mot de l'actualité à l'étranger, les primaires aux États-Unis pour la présidentielle de novembre prochain. Premier test du processus, les caucus dans l'Iowa, État du centre marqué par la défaite de Donald Trump, battu nettement 28% contre 24 au milliardaire. Côté démocrate, Hillary Clinton a remporté le caucus de l'Iowa. Dans le reste de l'actualité, cette cérémonie solennelle d'ouverture du nouveau siège du tribunal de première instance de Sotoubois, une cérémonie marquée, vous allez le voir, par l'audience correctionnelle de flagrant délit, le compte rendu de la marque Bojona à Sokoli. L'instance de Sotoubois est située sur la route du marché de la ville. Son ouverture a été marquée par une cérémonie solennelle qui a rassemblé préfets, forces de l'ordre et de sécurité, chefs traditionnels, chefs de service et les autorités judiciaires. Le transfert du siège est dû aux travaux d'élargissement de la route nationale numéro 1. Il est question pour nous de lancer officiellement les activités juridictionnelles à ce nouveau siège. D'une part, pour permettre aux justiciables de savoir que nous avons quitté l'ancien siège de manière officielle, et d'autre part également pour effectivement entamer les travaux au sein de ce siège actuel. Donc bref, nous visons un objectif de publicité et d'information. Cette cérémonie officielle de lancement des activités dans ce nouveau siège a été par nous couplée de l'audience correctionnelle de flagrant délit pour offrir au public une occasion de découvrir le fonctionnement de notre juridiction dans sa manière habituelle, et puisqu'il devrait être là pour la cérémonie de lancement des activités, que ce soit alors pour eux une occasion de prendre part en suivant ces audiences, et l'aspect éducatif et instructif qui en découle devrait être salutaire aussi bien pour eux que pour la cité. La cérémonie d'ouverture a été couplée d'audiences correctionnelles pour vol et violences volontaires. Au cours de ces audiences, plusieurs accusés ont été jugés. Certains ont été déclarés coupables et condamnés à la peine maximale de 24 mois de prison. D'autres sont relaxés pour faute de preuves. Notez que le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe tous les cinéastes togolais que le Festival international des films courts, organisé annuellement par la Compagnie arabe pour la culture, les médias et les arts, se tiendra en octobre 2016 au Caire, en Égypte. À cet effet, les conditions et le formulaire de participation peuvent être retirés à la Direction nationale de la cinématographie dès auditions du présent communiqué. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 30 juin 2016 à la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies à Lomé. Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter le site www.camfestival.fr.
net. Enfin, la mode et l'environnement. Aimez-vous porter des jeans? Bien sûr. Hommes et femmes, enfants, jeunes, vieux, tout le monde en porte. Seulement, saviez-vous que nos jupes et nos pantalons jeans polluent l'environnement? Eh bien, pour le savoir, regardez ce reportage. C'est le vêtement le plus porté dans le monde. Il s'en vend 2 milliards chaque année sur la planète. Rien que pour la France, c'est 63 millions. Le jean, l'image d'un vêtement universel. Mais derrière cette toile si particulière, se cache un désastre écologique. Un jean nécessite à lui seul des centaines de litres d'eau, des pesticides, des colorants, de puissants détergents et des milliers de kilomètres de transport. Peut-on faire autrement? Fabriquer des jeans sans polluer la planète. Avant d'arriver dans nos boutiques, un jean fait parfois le tour du monde. C'est un puzzle industriel. Coton cultivé en Inde, filature au Pakistan, teinture en Chine, et puis confection délavage en Turquie. Les fermetures éclair, elles, peuvent venir du Japon. En tout, 65 000 km pour un pantalon. Le côté sombre de cette industrie, c'est ici, à Xintang, en Chine, qu'on peut le voir. C'est la capitale mondiale du jean. Dans les rues, l'eau est d'un bleu qui n'a rien de naturel. Ces ruisseaux, ce sont les eaux usées des usines. Chaque jour, 2 millions de ces pantalons sont fabriqués ici. L'un de ces ateliers nous a ouvert les portes. Les ouvriers teignent des vêtements. Les jeans sont imprégnés de colorants chimiques et sont manipulés à main nue. Pas de masque de protection à côté de ces énormes machines à laver pleines de détergents. Bien sûr qu'il y a de la pollution, mais comment dire, quand on travaille dans ce métier, on s'en accommode. Il y a des problèmes respiratoires liés à la pollution. Vous pouvez le constater, l'air n'est pas bon. Une association écologiste a voulu savoir quels produits étaient utilisés. En 2012, elle a analysé une quinzaine de jeans de marque. Et le résultat est édifiant. Des substances classées cancérigènes et toxiques. Le consommateur ne court aucun risque à porter son jean, mais la pollution est plus insidieuse. Depuis ces tests, les marques de jeans incriminées se sont engagées à ne plus utiliser de produits chimiques dangereux d'ici 2020 et à des investissements lourds comme ce bassin de traitement des eaux usées payé par l'usine. Et pourtant, en magasin, ce jean bio fait en France est compétitif. Moins de 100 €, comme les leaders du marché. Et voilà, très belle fin de soirée à vous.